bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat, un rendez-vous que vous connaissez bien maintenant. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité régionale africaine internationale décryptée par des experts en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Et c'est en terre de francophonie que je vous emmène aujourd'hui, l'Organisation internationale de la francophonie, dont le 19e sommet se tient à la Cité internationale de la langue française, au château de Villers-Cotterêts, au nord de la capitale française, et au Grand Palais de Paris. Une soixantaine de chefs d'État sont présents. Sa Majesté le roi Mohammed VI est représenté par le chef du gouvernement. Aziza Khanouch est d'ailleurs à la tête d'une délégation de très haut niveau. Depuis son adhésion en 1981, le Maroc est devenu un acteur clé de différentes instances de l'OIF. Alors quel rôle a véritablement aujourd'hui l'OIF 54 ans après sa création? Nous en parlerons. Nous évoquerons d'abord le rôle de cette OIF en Afrique, notamment à l'heure où plusieurs pays souhaitent clairement marquer un tournant dans leur rapport avec l'Hexagone et sa présence sur le continent. Alors, enjeux et impact géopolitique, économique et culturel de cette ère francophone en Afrique, on en parle avec mon invité et j'ai le plaisir d'accueillir Bachir Thiam, journaliste et spécialiste de l'Afrique et en relations publiques. Bonjour et bienvenue dans l'Alternative. Bonjour Nadia, merci de m'accueillir encore une fois de plus, merci. Promouvoir la diversité culturelle, le multilinguisme, la coopération internationale, la démocratie et la paix, entre autres, ce sont les valeurs fondatrices de l'Organisation internationale de la francophonie. Qu'en est-il véritablement aujourd'hui? Quel est le rôle de l'OIF? Mais le rôle initial, tout le monde le sait, c'était l'objectif de promouvoir la langue française, au-delà de la culture, la coopération d'abord, mais après, avec l'évolution peut-être des relations, on va dire internationales, en tout cas franco, et les pays francophones d'Afrique, en l'occurrence, du monde de manière générale, ça a permis de faire bouger un peu cet objectif. Parce que, 54 ans, vous l'avez rappelé, si on était dans un couple, on aurait peut-être fêté les noces de Zibéline aujourd'hui, que c'est ce mammifère luxueux, donc dodu, avec une belle fourrure et tout ça, ça aurait donné de belles fêtes, quoi. 54 ans après, justement, le rôle a beaucoup évolué, effectivement. Aujourd'hui, on a dépassé le cadre de la promotion de la langue française, la coopération internationale entre les 88 États et gouvernements membres de cette organisation sont vraiment reliés dans ce réseau. Il y a aussi, dernièrement, la défense des droits de l'homme qui a beaucoup plus d'importance et la démocratie. Aujourd'hui, on parle d'influence diplomatique ou encore le développement durable. Donc, c'est vous dire que ça a beaucoup évolué, le rôle de la francophonie. Alors, on va parler de beaucoup de choses. On parle lors de ce sommet de la francophonie de beaucoup de choses, outre le Liban, qui est au cœur d'une douloureuse actualité et membre pilier aussi de l'OIF, il faut le rappeler. Ce 19e sommet est aussi marqué par l'absence du Sénégal, pays fondateur de l'OIF. C'est une première et cela dénote d'un vrai changement dans la perception de l'OIF aujourd'hui en Afrique. Quel sens a cette francophonie aujourd'hui, Bachir Thiam, dans l'espace africain, un espace qui, il faut le dire, aujourd'hui est fracturé? Il faut le dire, c'est bien fracturé cet espace parce que d'abord, il y a beaucoup de problèmes politiques, sociopolitiques qui se posent autour de certains pays, de certaines régions en tout cas, notamment le Sahel. Pour autant, la francophonie est un espace qui évolue énormément en termes d'espace géographique d'abord, parce que ça va au-delà des pays seulement francophones, parce que c'est ouvert aux pays parlant aussi partiellement ou entièrement français. Aussi, il y a des pays qui ne sont pas francophones, mais qui adhèrent, donc qui sont membres adhérents. Donc ça va au-delà de la langue finalement, ça va vers la coopération beaucoup plus élargie. Et effectivement, en Afrique, l'espace s'est rétréci d'abord parce que le Rwanda s'est retiré de la francophonie, même s'il reste membre, que je ne sais pas comment le qualifier. Aujourd'hui, le Rwanda est passé à l'anglais. Il y a d'autres pays africains aussi francophones, de grands pays, en l'occurrence la RDC, la République démocratique du Congo, qui a aussi, permettez-moi cette expression, voulu changer de crèmerie en passant un peu à l'anglais.
Le Gabon aussi l'a fait. Donc, il y a cette tendance aussi à se sortir de cette francophonie qui est perçue par les nouvelles générations politiques africaines comme une sorte d'organisation encore coloniale, un peu l'organisation qui a été imposée, voilà, ou qui nous est venue d'en haut encore et tout ça. Donc, il y a cette tendance-là, mais il se trouve que ces pays n'ont pas aussi les moyens de sortir complètement, comme l'a fait le Rwanda, de cette francophonie-là, parce qu'il faut mettre en place des instruments d'éducation, d'enseignement, de recherche scientifique et technique. Or, les pays n'ont pas, dans leur langue en tout cas, une langue d'abord dominante, écrite en général, codifiée, qui permettrait aujourd'hui de sortir et de passer soit à l'anglais ou à une langue nationale. Cependant, dans ces pays, comme le Sénégal, aujourd'hui, le Wolof prend de la place, beaucoup de place dans le milieu officiel même, les officiels mélangent et le français et le Wolof. Ce n'est plus gênant de parler comme un Dakarois, comme parlerait un Casablancais qui parle Darija avec des mots en français, le Wolof avec des mots en français, ou l'Ivoirien des mots avec le Bioula ou le Bambara, je ne sais pas, etc. Donc, partout dans cette Afrique-là, où des jeunes générations viennent au pouvoir, il y a cette façon aussi revendiquée de s'approprier sa culture d'origine, donc ses langues, puis ses idiomes, quoi, de manière générale. Malheureusement aussi, dans cette Afrique-là ou dans ces Afriques-là, il n'y a pas de langue dominante qui pourrait s'imposer comme le français l'a fait, ou l'anglais le ferait, ou l'arabe le ferait. C'est toujours des dialectes encore, même si par ailleurs quelques langues ont beaucoup évolué, même si elles sont codifiées, mais c'est pas la langue. Bon, même si tout le monde l'a parlé, elle n'est pas partagée par tout le monde. C'est ça le problème aussi dans ces pays-là. Le Wolof, que je connais bien au Sénégal, par exemple, c'est une langue parlée par tous les Sénégalais, mais si aujourd'hui on devait l'imposer comme langue nationale seule, il y aurait d'autres communautés qui vont se lever pour dire que nous aussi, il faut promouvoir nos langues. Alors, on va continuer à parler de ces enjeux plus politiques maintenant, alors que la Guinée vient d'être réintégrée au sein de l'OIF. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont toujours, eux, suspendus des instances de l'OIF. De son côté, le Maroc a appelé à dépasser les clivages et a demandé à l'OIF d'accompagner les pays en difficulté de manière effective en apportant un appui aux projets porteurs pour les populations des États en processus de transition. Que pensez-vous de cette approche, Bachir Tia ? Mais c'est l'approche la plus sage et la plus souhaitable d'ailleurs, parce que le fait de suspendre des États d'une organisation, presque un club, on dirait l'autre, c'est un club d'États qui se réunissent autour d'un idéal, en tout cas d'une communauté de destin, si vous voulez, unie par la langue, donc une culture par ailleurs. Donc je pense pas que exclure quelqu'un, un pays, un État, serait une solution, en tout cas qui favorisait à d'autres de nous rejoindre. Non, je pense que la position du Maroc aujourd'hui dénote vraiment dans ce malaise que je décrivais tout à l'heure entre ces pays, notamment du Sahel, les pays francophones du Sahel, avec la France. Donc il y a un problème de diplomatie qui s'est posé, un problème de politique, un problème même qui va ailleurs, qui va plus loin, un problème presque militaire. Ça s'est posé jusqu'à ce que la France ait retiré sa présence militaire dans certains pays. Donc ce problème-là entre la France et ces pays ne devrait pas être traduit par l'exclusion, en tout cas la sanction en excluant ces pays. Donc le Maroc, sa démarche aujourd'hui, c'est de ramener tout le monde autour de la table, donc dans la famille francophone, parce que c'est seulement en ce moment qu'on pourrait peut-être avancer, mais le fait d'exclure le Mali, vous l'avez cité, le Niger et le Burkina Faso, la Guinée a été réadmise, elle a été aussi exclue. Pourquoi on a réadmis la Guinée et pas les autres? Donc il y a un problème quand même de deux poids, deux mesures d'abord qui s'est posé selon les intérêts des uns et des autres. Je pense que cette organisation-là, sa vocation n'est pas de sanctionner quelque État que ce soit, quelle que soit sa posture ou sa position du moment. Donc je pense que la démarche du Maroc de reposer le débat pour réintégrer ces pays, les accompagner et proposer même des pistes de réflexion pour les aider à sortir de la situation dans laquelle ces pays se trouvent actuellement, depuis un bon moment d'ailleurs. Je pense que ça, c'est la démarche vraiment souhaitable par beaucoup d'observateurs. Et le Maroc travaille déjà sur ces pistes, en tout cas en ce qui concerne le développement économique, notamment avec cette ouverture à l'Atlantique qu'il propose pour désenclaver les pays du Sahel. Ça peut être peut-être une piste de réflexion dont pourrait s'inspirer la francophonie peut-être.
Ouais, c'est une piste en plus concrète, hein, elle est réaliste et réalisable parce qu'aujourd'hui, ce lien, c'est le port de Dakhla qui est très avancé dans son projet. Et une fois qu'il est ouvert, ça relie tout de suite, hein, ça relie les ports secs de Bamako, de Bamako, de Ouagadougou ou de Niamey sur le continent Atlantique, enfin sur l'océan Atlantique tout de suite. Et puis au-delà, ça va rejoindre la Méditerranée et le monde entier. Je pense que c'est une offre, on va dire, sur mesure, hein, de toute façon, parce que ces pays sont enclavés, vous l'avez dit, il y a beaucoup de pays enclavés dans cette partie du monde, donc ils n'ont pas accès, bon, ils n'ont pas l'accès à la mer, ils n'ont pas accès à la mer. Donc si un pays comme le Maroc leur propose justement cette ouverture-là, cette possibilité d'accéder à la mer via Dakhla aujourd'hui, je pense que c'est une étape encore. De toute façon, le Maroc semble incontournable dans cette configuration pour ces pays-là, sinon il va falloir faire le tour du monde pour revenir au point de départ. Parce que si on ne passe pas par là, on ferait le tour pour repartir de l'autre côté et revenir. Et donc, le projet atlantique du Maroc, qui est pour le moment qui est lancé, hein, qui est carrément avancé d'ailleurs, parce que le gros, je l'ai dit, hein, c'est le port de Dakhla, et je pense que pour l'avoir visité dernièrement, il est très avancé et bientôt il sera livré. Et une fois qu'il est livré, les autres pays, donc le Mali, le Burkina Faso, le Niger, n'auront qu'à rallier, peut-être via la route ou le rail ou je ne sais pas quel autre moyen pour justement connecter le monde entier à partir de Dakhla. Donc je pense que c'est une proposition, en tout cas c'est une offre sur mesure et très concrète qui et pourrait qui est très avancée. Oui. Une dernière question, Bachir Thiam, si vous voulez bien, rapidement. On l'a dit, le Maroc était présent lors de ce 19e sommet de l'OIF. Parmi les ministres présents au sein de la délégation conduite par le chef du gouvernement, il y a le ministre de la Culture. C'est d'ailleurs Mehdi Ben Saïd qui a participé à la réunion névralgique préparatoire avec l'enjeu de la culture qui est aussi stratégique que les autres finalement. Tout à fait, d'autant plus qu'on parle du Mali, de la Guinée, du Niger, c'est des pays de forte culture, de culture sahélienne, hein, donc qui touchent beaucoup de pays alentours, dont le Maroc, justement, qui a son prolongement naturel aussi vers ces pays-là. Donc la culture peut être aussi un vecteur, et ça l'est déjà, c'est un vecteur. Aujourd'hui, la culture, si on reprend l'un des plus grands festivals au Maroc qui traduit vraiment cette continuité du Maroc vers ce continent, c'est vraiment la culture guinawa de Essaouira. Aujourd'hui, ce festival a permis, 25 ans après, a permis effectivement de relier culturellement, de manière indélébile, de manière indéfectible, pardon, le Maroc à cette partie de l'Afrique. Donc, naturellement, on retrouve les mêmes rythmes, les mêmes effets, les mêmes coutumes, les mêmes pratiques, soit culturelles, religieuses, de musique et tout ça. Et ça prouve aujourd'hui qu'il ne manque peut-être qu'une volonté politique pour connecter tout ça et facilement le reste, ça se met en place. Parce que d'autant plus qu'effectivement, la culture est un vecteur, un vecteur qui rapproche fortement les peuples. Et ce festival, bon, j'ai cité juste le festival d'Essaouira, c'est un particulier. Hein. D'abord, c'est vrai, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai vu comment est-ce que ça pouvait, et ça l'a fait d'ailleurs, ça pouvait pousser le Maroc, en tout cas ouvrir le Maroc vers le reste du continent par la culture. Donc c'est un bon créneau, je pense que la culture et l'éducation, c'est louable. Merci infiniment Bachir Thiam d'avoir été l'invité d'Alternative. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste de l'Afrique et en relations publiques. Merci à vous. Merci Nadia. Merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.